Chers internautes, bienvenue à l'émission En Aparté. En Aparté reçoit aujourd'hui l'ancien maire de Guédiawaye, Cheikh Sarr, et secrétaire général du parti Ñaq Jariñu. Monsieur Cheikh Sarr, bonjour. Bonjour Daouda. En dehors de votre récente sortie médiatique, vous êtes resté un peu plus longtemps sans vous prononcer sur des sujets brûlants. À quoi est dû ce mutisme? Merci Daouda. Je profite de l'occasion pour vous remercier de l'invitation que vous m'avez adressée et de transmettre mes salutations aux internautes qui suivent en fait cette émission. Le fait que j'ai été absent un peu du paysage médiatique pendant un temps était une option. Nous avons eu à nous battre quand même depuis de 2000 à 2012 pratiquement. Nous avons été membres de toutes les coalitions de l'opposition qui ont combattu le président Abdoulaye Wade. Nous avons mis en place un parti qu'on a travaillé à implanter, en tout cas dans beaucoup de localités du Sénégal. Mais après les élections locales, le Ñaq Jariñu a fait un bilan un peu en fait de son parcours, déjà juste en fait en fin 2014. Mais nous avons organisé le 3e congrès de notre parti le 23 et 24 mai au CICES pour faire un peu le bilan de nos activités et les perspectives. Et dans ces perspectives, nous avions identifié un peu, changé notre démarche en disant qu'il faut plus aller sur le terrain qu'au niveau de la presse. Nous l'avons fait, nous sommes en train d'implanter notre parti. Mais étant donné qu'il n'est pas possible de faire de la politique au Sénégal sans vulgariser ce qu'on est en train de faire, on a considéré que la période qu'on avait choisie pour être sur le terrain et s'isoler de la presse est terminée. Maintenant, c'est concomitamment qu'on continuera à travailler pour notre parti, mais on revient au niveau de la presse pour donner en fait notre position sur les questions qui se soulèveront et surtout sur les propositions de notre parti ou les propositions de la coalition à laquelle nous appartenons sur l'actualité au Sénégal. Ok, concrètement aujourd'hui, comment se porte Ñaq Jariñu sur l'échiquier politique national? Oui, Ñaq Jariñu se porte bien, parce que j'ai l'habitude de dire nous sommes l'un des rares partis au Sénégal à avoir des instances régulières. Nous avons créé le Ñaq Jariñu, je vous dire actuel, en 2005. On a fait notre premier congrès en 2005. On a fait le 2e en 2010. Le 3e, on l'a fait en 2015. Pour respecter évidemment nos textes. Parce que nous, on est extrêmement lié à nos textes. On considère qu'un parti qui a des statuts en règlement intérieur doit respecter ce qu'il a écrit. Et ça nous amène, nous, à devoir travailler sur la base des délais que nous avons. Nous n'avons pas d'instance provisoire et nous sommes en train d'élargir le parti. Et étant donné que nous avons des cibles, nos cibles c'est la banlieue, nos cibles c'est la jeunesse, nous avons identifié un certain nombre de localités dans lesquelles nous sommes en train de faire un travail, sans avoir évidemment la prétention d'être présent partout. Parce que aussi c'est essayer de se tromper, parce que nous on est sérieux en politique. On ne veut pas donner l'impression de ce qu'on n'est pas. Et nous pensons qu'il faut implanter le parti. On a sélectionné un certain nombre de départements dans lesquels nous travaillons. La finalité bien sûr étant de toucher tous les départements du pays. Mais le Ñaq Jariñu se porte bien. Et depuis, évidemment, avant le congrès, donc au début de 2015 jusqu'à présent, régulièrement, nous avons de nouveaux militants, de nouveaux responsables, parce que certains étaient gênés même par ma position de maire, parce que les gens considèrent que s'ils viennent vers le maire, c'est pour avoir des prébendes. Mais après, certains ont vu le comportement qu'on a eu, tant dans la gestion que de la mairie, qu'après en fait les élections, et ça a créé un engouement autour du parti. Et ce qui l'atteste, c'est le congrès qu'on a organisé. Le CICES a refusé du monde pour la cérémonie en fait de lancement, et la presse en avait parlé. Maintenant, nous continuons à travailler. Il y a cela 2 semaines, nous avons fait un séminaire pour former les jeunes du parti. Parce que nous aussi, nous pensons que l'un des rôles d'un parti politique, c'est la formation citoyenne. Nous le faisons. Et nous sommes en train d'implanter un peu partout des cellules pour évidemment que ce parti-là continue à fonctionner. Et l'objectif étant de faire de ce parti l'un des plus grands au Sénégal. Bientôt 2 ans, vous quittiez vos fonctions de maire de Guédiawaye. Aujourd'hui, avec le recul, quel bilan tirez-vous de la gestion à mi-parcours de votre successeur Aliou Sall? Oui, en fait, la posture que j'ai choisie par rapport à la ville de Guédiawaye et sa gestion, c'est la posture qu'Abdou Diouf un peu avait choisie après avoir quitté le pouvoir. Je ne me prononce pas publiquement pour le moment sur ce que le maire Aliou Sall est en train de faire. Les raisons sont nombreuses. La première raison, c'est que c'est les populations de Guédiawaye qui ont confiance en Aliou Sall pour l'élire, parce que quand même, il avait
Il était membre de la coalition, de la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a gagné 4 communes d'arrondissement sur les 5 contre la ville de Guédiawaye. Donc c'est déjà, il a obtenu la confiance des populations. Au niveau du conseil municipal, il a été élu largement. Donc ça, c'est le choix des populations de Guédiawaye. Ce choix, il faut le respecter, en tout cas jusqu'à l'heure du bilan. Et étant donné que M. Sall est à la tête de la ville de Guédiawaye depuis 1 an et quelques seulement, il me semble quand même prématuré de pouvoir faire un bilan. J'ai la chance quand même d'être conseiller municipal à la ville. J'ai la chance aussi d'être dans la même coalition que M. Sall. Donc il est arrivé... Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle vous vous gardez pour le moment d'apprécier sa gestion? Oui, ce que j'ai dit, c'est une posture que j'ai choisie parce que quand même, comme je l'ai dit, j'ai fait ce que je devais faire en tout cas. Je crois que j'ai pas perdu la direction de la ville de Guédiawaye parce qu'il y avait un bilan qui est mauvais. C'est le mode d'élection qui est ainsi fait que parfois le maire n'a même pas les possibilités en fait de présenter son bilan, surtout dans le contexte de l'avènement de l'acte 3. Nous, les maires de ville, on a été foncièrement défavorisés parce qu'on n'avait même pas de cadre pour défendre les bilans de ville qu'on avait. Et moi, j'étais obligé de m'engager à Médina Gounass alors que je n'étais pas conseiller municipal à Médina Gounass pour pouvoir défendre mon bilan. Mais tant pis, c'est un peu l'évolution en fait des textes donc, qui nous ont défavorisés. Mais ça ne pose aucun problème. En tout cas, nous appartenons à la même coalition. On a tenu une réunion de coalition, ça ne fait pas longtemps. Il nous a parlé de ses projets, de ce qu'il veut réaliser, mais surtout de ce que l'État envisage de faire pour Guédiawaye. Étant donné que moi, je suis un fils de Guédiawaye, j'habite Guédiawaye, chaque fois qu'il y aura vraiment de bonnes réalisations pour Guédiawaye, je suis preneur. Maintenant, il est clair qu'il s'agisse d'Aliou Sall, de Cheikh Sarr ou de notre maire. À l'heure du bilan, évidemment, on fera son bilan et on prendra les positions en fait qu'il faut. L'actualité aujourd'hui, c'est le bras de fer opposant le maire Khalifa Sall au ministre du cadre de vie et du renouveau urbain, Jens Farba Sarr. Quel commentaire cela vous inspire? Oui, le commentaire que je vais faire, c'est d'abord en fait déplorer 2 situations qui sont passées. La première, moi je ne peux pas comprendre, je n'ai pas accepté qu'on puisse envoyer des grenades lacrymogènes à des maires. Moi j'étais maire. Nous représentons l'État, nous avons en fait la confiance des populations. Il est toujours possible de discuter avec des responsables. Les maires, c'est des responsables. Et même si c'était pour, comme la police dit, en fait, disperser la manifestation, il y avait une manière de le faire. C'est des responsables, il fallait leur parler. Et trouver une manière pédagogique de pouvoir refuser cette manifestation si c'est une manifestation qui se préparait. Mais prendre des grenades lacrymogènes, les balancer à des maires, moi, m'a fortement gêné. Et je crois qu'il ne faut plus que pareil cas se produisent au Sénégal. Il faut qu'on respecte les gens d'un point de vue des fonctions qu'ils ont. C'est des mandats qu'ils portent et ces mandats-là, ils les portent au nom des populations sénégalaises. C'est le premier élément que je déplore. Le deuxième aspect que je déplore, c'est qu'on puisse arriver à avoir un conflit ouvert entre l'État central et l'État décentralisé. Lorsqu'on a des projets au niveau d'une localité, surtout des projets d'envergure, que le projet vienne, que l'idée de projet vienne de la ville ou qu'elle vienne du moins du ministère, je crois une concertation préalable devait être faite du moins. Que le maire, que le ministre, en tout cas avec leur service, puissent se concerter et définir ce qu'il faut faire. Parce que si vraiment tous les deux ont l'objectif de travailler pour les populations du Sénégal en général, de Dakar et du Sénégal en général et de Dakar en particulier, un cadre approprié devait être trouvé. Surtout quand même qu'il y a des textes qui organisent tout ça. Si au niveau de ces textes-là, maintenant, il y a une question d'interprétation, il faut se mettre autour d'une table et vraiment arriver à une solution qui serait heureuse pour les populations. Quoi qu'on puisse dire, Khalifa Sall a un mandat qu'il va finir, un jour il partira. C'est irréversible, c'est le processus en fait naturel. Jens Farba Sarr est ministre, un jour il partira. Et les populations du Sénégal resteront. Donc il est important, et surtout que ces ouvrages qu'ils veulent mettre, c'est des ouvrages en fait qui vont être utilisés pour, si j'ose le dire, pour toujours. Donc je crois qu'il faut qu'ils trouvent un cadre pour se parler et de mettre devant l'intérêt des populations sénégalaises. Heureusement, et ça, en fait, je vais terminer par ça, il y a des médiations qui sont en train d'être tentées. J'ai entendu ce matin le président de l'AMS qui est en train de faire de la médiation. J'ai suivi le communiqué du Parti socialiste où le président Tanor dit qu'il va tenter une médiation. Moustapha Diakhaté aussi. Je veux dire, il y a de bonnes volontés qui sont levées.
pour pouvoir trouver une solution. Je crois que c'est ça en fait la bonne voie, que les gens se mettent autour de la table et trouvent une solution qui soit vraiment bénéfique pour les populations. Ce contentieux a des relents politiques. Est-ce que vous partagez cet avis? Attendez, nous sommes politiques et nous ne sommes pas naïfs. Il est clair que si c'était seulement sur le plan institutionnel, des mécanismes existent pour savoir qui doit faire quoi. Il y a de la politique là-dedans, mais la politique ne doit pas être au-dessus de l'institutionnel, surtout au-dessus de l'intérêt des populations sénégalaises. Que Khalifa ait des ambitions, il en a le droit, c'est un acteur politique. Que Diène Farba Sarr appartienne à un parti qui a aussi des ambitions, il en a le droit. Mais il faudrait quand même que des cadres civilisés puissent être mis en place pour que chacun puisse exprimer son opinion, ses ambitions, et que c'est les populations sénégalaises en dernière analyse qui vont arbitrer. Il y a de la politique là-dedans, mais la politique ne doit pas être au-dessus des intérêts des populations sénégalaises. D'accord. Khalifa Sall aujourd'hui est crédité d'être un président fiable pour la prochaine élection. Selon vous, quelles seraient ses chances de pouvoir remporter ce scrutin? Oui, vous savez, pour pouvoir estimer les chances de Khalifa, il faut commenter un sondage par des spécialistes. Et je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mon domaine c'est plutôt autre chose. Je ne peux pas le dire. En tout cas, le parcours de Khalifa peut lui permettre d'avoir ces ambitions-là. Maintenant, est-ce qu'avoir les ambitions veut dire en fait les réaliser? C'est une autre étape. Il a le droit de manifester ses ambitions. Mais par contre, ce qui me gêne en tant que membre de Benno Bokk Yakaar, c'est qu'on ne puisse pas nous retrouver dans le cadre de la coalition que nous avons ensemble pour discuter de ces questions-là. C'est vrai que ce n'est pas opportun. En fait, en tout cas, je ne crois pas que ça soit le moment, parce que déjà, nous avons en perspective l'organisation du référendum qui va déterminer, si vous voulez, la date de l'élection présidentielle. Nous sommes actuellement de travailler au niveau de la coalition pour organiser un certain nombre de concertations. Mais, en tout cas, moi, c'est une option que j'ai. Il faut discuter, aller le plus loin possible et arriver à des solutions heureuses. Maintenant, si vraiment il n'y a pas de solution, c'est le peuple qui arbitrera. Que Khalifa soit candidat ou Macky Sall ou Ousmane Tanor Dieng ou Cheikh Sarr, c'est celle des populations qui veulent celui qui va les diriger. Aujourd'hui, compte tenu des prétendants au fauteuil du président Macky Sall, compte tenu également des nombreux fronts que ce dernier a ouverts à l'endroit par exemple de Idriss Seck, à l'endroit de Khalifa Sall, de Abdoulaye Baldé, de Malick Gakou, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que la prochaine présidentielle soit un risque potentiel pour l'actuel chef de l'État? Moi je crois, c'est mon opinion de tous les jours, que toute élection est un risque pour tous les candidats. Surtout pour le candidat en fait qui détient le pouvoir. Parce que s'il est vrai que quelqu'un peut être de l'autre côté de l'opposition, il va plus critiquer et faire des propositions que celui qui est au pouvoir qui doit présenter un bilan. Et ils ne sont pas dans la même posture. Celui qui présente le bilan va dire le bilan est bon ou bien il n'est pas bon. Alors que celui qui veut le pouvoir va critiquer, va dire ce qu'il veut faire. Donc il n'y a pas d'élément d'appréciation objectif pour pouvoir dire que ce qu'il dit, il le fera. Donc les risques sont réels, mais comme je le dis, c'est une élection présidentielle qui a ses contraintes, qui a ses particularités. Il faut que le mécanisme de la démocratie joue. Et nous sommes en train de travailler. N'oubliez pas que nous faisons, en tout cas mon parti, le Niakhar Djereñu, ma coalition Benno Bokk Tanor, nous appartenons à la coalition Benno Bokk Yakaar qui a comme président le président Macky Sall. Évidemment, nous n'avons pas encore discuté d'une manière formelle de la candidature que Benno Bokk Yakaar portera. Mais il est clair qu'un jour ou l'autre, cette discussion se fera au sein de notre coalition et on prendra les positions qu'il faut. Mais un président d'exercice est toujours, en fait, en tout cas, a toujours des risques lorsqu'il va à des élections, surtout au Sénégal où déjà la question de l'alternance commence à être une réalité parce que nous en avons connu au moins deux. Mais ce que je veux quand même dire, en tout cas, le président Macky Sall est en train de faire un travail avec le PSE qui pourrait lui valoir un certain nombre de satisfactions pour qu'il puisse avoir un deuxième mandat. Mais comme je... Est-ce que vous voulez dire à travers ça que aujourd'hui Benno Bokk Yakaar devrait faire de Macky Sall son prochain candidat? Je ne veux pas le dire. J'ai la chance, comme je l'ai dit, d'être membre du secrétaire exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, nous avons deux chantiers que nous sommes en train en fait de développer. Le premier, qui est le plus récent, c'est d'organiser des concertations au niveau de la coalition sur le projet de réforme constitutionnelle que le président va soumettre aux populations sénégalaises. Nous avons déjà
proposé au président de la coalition qui se trouvait être président de la République des concertations. Déjà, la sous-coalition Macky 2012 a été reçue et les autres sous-coalitions vont l'être. L'objectif étant d'échanger, d'avoir l'opinion de tout le monde et la finalité étant de donner un cadre au président de la coalition, de demander le soutien de ses alliés. C'est le minimum qu'il peut demander, c'est le minimum que la coalition peut faire. Le deuxième chantier, on va mettre en place des instances nationales de Benno Bokk Yakaar. Déjà, le mouvement des femmes existe. On va faire la même chose pour les jeunes, les sages, les cadres, etc. Donc, nous sommes dans une logique d'organisation d'une coalition. Mais est-ce que cette structure aura un sens dans la mesure où aujourd'hui, la plupart des acteurs de Benno Bokk Yakaar estiment qu'il n'y a pas des opportunités de discussion? Oui, non, vous savez, les opportunités de discussion sont assez difficiles à organiser. Nous sommes en train de les créer. Parce que notre rôle, nous, secrétaire exécutif permanent, c'est ça. Parce que nous, c'est la conférence des leaders, la dernière conférence des leaders qu'on a tenue en février 2015 qui nous a donné ce mandat-là confirmé par le président de la coalition. Et quand même, Benno Bokk Yakaar, c'est environ 150 organisations. Vouloir organiser une conférence des leaders de 150 organisations chaque semaine ou chaque mois pose problème. Dans ce que nous avons retenu comme conclusion, c'était de réunir la coalition environ une fois tous les 3 mois. Malheureusement, on est en retard, mais on va travailler à le faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que pour ces concertations, on n'avait pas les possibilités d'organiser d'abord la grande conférence des leaders, mais on va organiser des concertations sectorielles entre le président et les sous-coalitions. Nous avons Macky 2012, Benno Tanor, Benno Siggil Sénégal, la coalition de l'émergence et des partis qu'on met dans un groupe qu'on appelle les partis hors coalition. Donc, nous les prenons entité par entité parce qu'il est difficile, il faut l'avouer, de faire une réflexion approfondie dans un cadre où on se retrouve avec 200 personnes dans une conférence des leaders. Parlons maintenant de la coalition Benno ak Tanor qui avait porté la candidature du secrétaire général du PS à la présidentielle de 2012. Concrètement, est-ce que cette coalition a aujourd'hui sa raison d'être? Mais naturellement, cette coalition, c'est comme Macky 2012 qui continue à exister, c'est comme Benno Siggil Sénégal. Même si M. Ousmane Tanor Dieng avait dit en 2012 que cette présidentielle était en fait sa dernière. Oui, mais ce qu'il ne faut pas se tromper. La coalition Benno Tanor, en fait, n'est pas une coalition qui est destinée à la future élection présidentielle. C'est la coalition qu'on a créée en 2012 qui continue à exister. Et si Tanor ne devait pas être candidat, vous changeriez donc naturellement l'appellation, le cycle? Non, il faut être clair. C'est-à-dire, si on n'est pas en train de parler de l'élection prochaine, ce que nous sommes en train de faire, c'est une coalition qu'on a créée en 2011, je crois. Et cette coalition doit exister jusqu'à la veille de la prochaine élection présidentielle. Et évidemment, il est clair qu'il va y avoir une recomposition politique. Ce n'est pas évident que tous ceux qui sont dans Macky 2012 resteront dans Macky 2012. D'ailleurs, ça ne peut même plus s'appeler Macky 2012 parce qu'on va vers des élections ou en 2017 ou en 2019. Ceux qui sont dans Benno Tanor, certains resteront sûrement des alliés du candidat du PS s'il y a un candidat ou iront ailleurs. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose de naturel. Nous continuons un travail qui a été entamé depuis 2011 et qui n'a pas connu son terme. Son terme, ce sera la veille de l'élection présidentielle de 2017 ou de 2019, où il est clair, comme toutes les élections présidentielles, il y aura une recomposition, il y aura de nouvelles coalitions qui vont être créées. Mais je vous rappelle simplement que Benno Bokk Yakaar, dans laquelle nous sommes, a été créée entre les deux tours par la coalition Benno Tanor, Benno Siggil Sénégal et Macky 2012. Donc son existence est encore réelle, son existence est encore actuelle. Le groupe de travail des Nations Unies a récemment adopté une posture selon laquelle Karim Wade est aujourd'hui arbitrairement détenu. C'est votre avis? Naturellement, ce n'est pas mon avis. Le cas Karim Wade a été jugé et ils ont interjeté appel. En fait, la justice a confirmé le jugement. Je crois que ce dossier, quand même, il est clos à mon sens, quel que soit ce qu'on peut en dire venant surtout de l'étranger. Donc vous voulez dire que le Sénégal n'a aucune leçon à recevoir? Oui, mais ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas respecter le Sénégal que de vouloir changer une décision de justice rendue par la justice sénégalaise par un avis d'un quelconque organisme affilié ou annexe à l'ONU. Je ne crois même pas que ça soit sérieux. Ce qui s'est passé, on a mis en place une CREI acceptée ou refusée par d'autres, ce n'est pas ça l'objet. Mais lorsque la justice gère un dossier, il y a eu une période pour l'instruction, il y a eu un procès, il y a une décision qui a été prise, un appel a été fait et la décision a été confirmée. Je crois que ce dossier est clos, en tout cas sur le plan de la justice. Maintenant, on est en politique,
la politique peut continuer à ce niveau, mais quand même la justice, je crois, a fermé ses portes sur le cas Karim Wade. On sait que l'attaque des biens mal acquis a ciblé une liste de 25 personnes. Aujourd'hui, à part Karim et Taïbou Ndiaye, l'ancien DG du cadastre, aucune autre personne n'a été jugée. Cela vous fait quoi, vous? Oui, cela fait, nous avons interpellé. Nous, on est membre de la coalition. Ce n'est pas au niveau de la presse qui est notre cadre d'interpellation, évidemment, de ce que notre gouvernement fait ou en tout cas, notre camp fait. Nous avons interpellé des autorités qui sont au fait du dossier. Ils nous disent pour les autres dossiers, ils sont en instruction, donc je ne crois pas qu'on puisse s'arrêter. Et ça, ce n'est pas une bonne chose, quand même, il faut le dire, qu'on puisse s'arrêter à Karim Wade, à Taïbou Ndiaye. Tout ce qui était concerné, on doit voir le dossier instruit, s'il y a raison de faire des procès qu'on les fait et que la vérité éclate. Parce que c'est ça qui est important. Tout le reste, sans avoir des préjugés ou des a priori sur les décisions qui vont être rendues publiques, qui vont être rendues du moins, nous pensons qu'il faut continuer la traque des biens mal acquis pour que quand même le Sénégal en tire profit. S'il y a des fonds qui ont été acquis illégalement, qu'on puisse quand même les restituer et que la justice puisse se faire correctement. Quand l'ancien ministre de l'Intérieur fait partie de cette liste et que le président de la République s'offre le luxe de voyager avec Maître Ousmane Ngom qui a été frappé pour une interdiction de sortie du territoire, cela vous fait quoi? Vous êtes attristé? Je ne suis pas attristé, je ne suis pas... Mais vous reconnaissez quand même que ça fait désordre? Oui, je suis pas dans le secret des dieux pour savoir ce qui s'est passé. En tout cas, qu'il s'agisse de Ousmane Ngom ou d'une autre personne, s'il figure sur la liste, il faut que la justice aille jusqu'au bout. Maintenant, quelle relation il a avec le président pour qu'ils voyagent ensemble, etc. Je n'ai pas un bon niveau d'information et je n'ai pas l'habitude de me prononcer sur des questions que je ne maîtrise pas, surtout à ce niveau. Je reste dans le principe que tous ceux qui étaient concernés par la traque des biens mal acquis doivent rendre compte, quelles que soient maintenant les relations qu'ils peuvent avoir avec le président de la République. On a constaté une certaine propension chez le régime à procéder à des interpellations d'opposants. Vous, en tant qu'acteur politique, c'est quoi votre sentiment? Mon sentiment, c'est que dans la démocratie, il faut qu'il y ait une opposition au pouvoir. Ce sentiment-là, ce n'est même pas un simple sentiment. Cette position, je l'ai toujours défendue. Lorsque nous, on a été dans l'opposition pendant 12 ans, l'opposition contre Abdoulaye Wade, j'ai toujours développé. On peut chercher tous les enregistrements de mes interviews, de mes interventions, que dans une démocratie, il faut qu'il y ait un pouvoir, il faut qu'il y ait une opposition. Le pouvoir travaillant en cherchant à avoir un bon bilan pour rester au pouvoir, et ceux qui sont de l'opposition cherchant à faire des propositions aux Sénégalais pour pouvoir accéder au pouvoir. C'est le jeu ordinaire d'une démocratie. Donc je suis pour cette option-là. Maintenant, il faudrait que lorsque nous faisons de l'opposition, qu'on critique, qu'on dise qu'on n'est pas d'accord, qu'on fasse des propositions. Mais il ne faut pas, je crois, dépasser certains cadres. Nous, on a fait de l'opposition ici, on a tiré sur les politiques d'Abdoulaye Wade, on les a critiqués. Je fais partie, moi, de ceux qui ont lancé l'idée des assises nationales. J'ai été même membre du bureau des assises. J'ai fait partie de ceux qui ont organisé les marches contre Abdoulaye Wade. D'ailleurs, le récépissé de Niakhidjel est très connu au niveau des services de la police parce qu'on a quand même l'honneur d'avoir été régulièrement choisi en tant que président de la commission plan d'action de Benno Siggil Sénégal ou Front Siggil Sénégal pour déposer les demandes de marche. Donc, je sais ce que ça veut dire faire de l'opposition. Mais faire de l'opposition ne veut pas dire attaquer personnellement l'honneur des dirigeants. En tout cas, il faut que les gens s'opposent, mais qu'ils restent dans le cadre défini par la loi, le cadre défini quand même par le fonctionnement d'une démocratie moderne. Le président Macky Sall a récemment limogé son ancien ministre conseiller Amsatou Sow Sidibé. Pour certains, le chef de l'État a une propension à s'emporter et à limoger pratiquement tous les gens qui prennent la liberté de le critiquer. Cela ne fait pas désordre? En tout cas, pour le limogeage du ministre Amsatou Sow Sidibé, c'est quelque chose qui était attendu. Pour moi, je crois quand même qu'on ne peut pas être dans une mouvance présidentielle, être ministre conseiller du président, avoir les possibilités de lui envoyer des notes, de lui demander des audiences pour dire ce qu'on pense et de le faire sur la place publique. On ne peut pas être dans une coalition, avoir des responsabilités institutionnelles, être dans le même cadre que le président de la République et quand même à tout moment critiquer ce qu'on est en train de faire. Mais quand même, elle a une fois dit ce qui lui manquait, c'est les cadres pour exprimer ses idées et qu'elle a eu à chercher
à rencontrer le président de la République pendant 1 an sans... En tant que ministre conseiller, oui, en tant que si c'était moi, j'allais démissionner depuis longtemps. Il ne fallait pas attendre en fait qu'on la fasse partie, il fallait démissionner. Parce que lorsqu'on est nommé ministre conseiller, c'est pour apporter quelque chose au président. Si maintenant, pendant 1 an, on ne peut pas apporter quelque chose à ce président-là, je crois que la meilleure posture, c'était de démissionner, de ne pas attendre en fait qu'on nous débarque parce qu'on a dit quelque chose sur la place publique. Monsieur Cheikh Sarr, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Daouda. Merci également aux internautes de actusen.com. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour une autre émission en aparté.